Bonjour, bienvenue dans Point de vue. Voici les sujets que nous avons retenus dans l'actualité, sujets qui, je l'espère, vont susciter vos commentaires, vos réactions, on les attend. Nous parlerons d'abord de cet appel qui fait la une du Figaro ce matin, une tribune de centres intellectuels qui s'opposent à ce qu'ils appellent le séparatisme islamiste. Autre sujet d'actualité, la fiscalité en matière de politique familiale. Un rapport parlementaire envisage de supprimer le quotient familial avec de beaux débats en perspective. L'actualité, c'est aussi la garde à vue de Nicolas Sarkozy depuis ce matin à propos du financement de sa campagne de 2007, un feuilleton politico-judiciaire qui dure depuis 5 ans. Enfin, nous irons faire un tour à l'Académie française, lieu choisi par Emmanuel Macron pour évoquer ses projets en matière de francophonie. Un président qui n'hésite même pas à parler anglais sur la scène internationale, comme on l'a encore vu récemment en Inde. Bonjour Karine Bécard. Bonjour. Vous êtes journaliste à France Inter, journaliste politique. Vous avez longtemps couvert la droite et aujourd'hui vous suivez le gouvernement d'Édouard Philippe et la majorité La République En Marche. C'est exactement ça. Bonjour Joseph Massescaron. Bonjour. Merci d'être avec nous. Après le journaliste, vous êtes maintenant consultant. Vous intervenez notamment pour la société de communication et de conseil Image 7 et vous êtes l'auteur de L'horreur religieuse, c'est paru chez Plomb en 2016. Bonjour Yvan Rioufol, journaliste, essayiste, auteur chaque semaine du bloc-notes dans le Figaro. Vous êtes aussi signataire de cette tribune dont on vient de parler et dont on va parler sur le séparatisme islamiste. Et vous êtes l'auteur de Macron, la grande mascarade, ce sont vos bloc-notes des années 2016-2017. Et bonjour Marc Landret, rédacteur en chef du service économie France au Figaro. Vous allez nous apporter vos lumières sur cette grave question du quotient familial. Mais on commence par ce sujet qui fait donc la une du Figaro ce matin, l'appel de centres intellectuels, des signatures très éclectiques, Bernard Kouchner, Alain Finkielkraut, Luc Ferry et donc vous, Yvan Rioufol. Un appel qui dénonce, on va le voir s'afficher à l'écran, ce nouveau totalitarisme islamiste qui cherche à gagner du terrain par tous les moyens et à passer pour une victime de l'intolérance. Il dénonce aussi un apartheid d'un nouveau genre et s'inquiète des conséquences pour notre paix civile de cette conquête politique et culturelle de l'islamisme. Ce matin, le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, était l'invité de France Inter et il a évoqué cette tribune. On l'écoute. Il y a évidemment des quartiers de la République où le salafisme a pris le pouvoir et où ils ont remplacé les solidarités du quotidien. Bien souvent, d'ailleurs, en accompagnant des quartiers où les services publics ont été défaillants, que ce soit à l'école, que ce soit l'accompagnement des personnes âgées ou des plus faibles. Et donc là, la reconquête, elle ne se fait pas dans des tribunes, en stigmatisant, en expliquant que c'est des zones d'apartheid. Elle se fait avec la police de sécurité du quotidien, elle se fait en dédoublant les classes et en ayant 2 fois moins d'élèves dans les quartiers difficiles. Elle se fait en étant sur le terrain. Yvan, c'est pas très aimable à votre endroit. Benjamin Griveaux parle de tribunes qui stigmatisent, votre réaction. De ne pas être aimable à mon endroit, je commence à être habitué parce que cette situation-là... Vous n'avez pas de contentieux avec Benjamin Griveaux personnellement? Non, pas encore. Je ne le connais pas. Non, je ne cherche même pas à en avoir. Non, ça fait partie des réactions pavloviennes de ceux qui n'ont pas de solution. L'intérêt de cette tribune, elle est d'abord d'ouvrir les yeux ensemble, c'est-à-dire que vous avez des signatures de droite, des signatures de gauche, et qui s'accordent sur un même diagnostic, qui est un diagnostic qui est connu depuis longtemps. J'avais fait un livre en 2007 qui s'appelait « La fracture identitaire », qui déjà décrivait cette séparation identitaire, culturelle, religieuse, qui commençait à opposer 2 France, 2 peuples, 2 civilisations. Et c'est ceci qui commence à apparaître un peu également à travers une mobilisation de la gauche, qui souvent ne voulait pas trop voir cette situation-là, parce qu'elle était gênante dans la mesure où, c'est d'ailleurs ce que reflète un petit peu Benjamin Griveaux, elle obligeait théoriquement à stigmatiser, mais nous ne stigmatisons personne naturellement. Il y a des musulmans qui sont parmi les signataires. Oui. Mais simplement, nous alertons en commun et nous pointons dans le fond en fait, cette sorte d'apathie, cette sorte d'immobilisme, de somnambulisme qui accable tous les gouvernements et singulièrement celui-ci. Joseph Massescaron, vous l'auriez signé ou vous la signeriez, cette tribune? Bien sûr, je la signerai. Yvan Rioufol a raison, on n'est pas toujours d'accord, lui et moi, mais il a raison sur ce qu'il vient de dire. Et je redis d'ailleurs que la tribune est reprise par une variété de signatures
extrêmement importantes de droite et de gauche. Moi, je vois des c'est noms... quand même pas de la gauche, très à gauche, hein, pardon. Non, mais je veux dire Kouchner, Qui manque-t-il c'est quand même pas une de gauche... votre point de vue, Karine Bécard, qu'est-ce qui de gauche comme Paul Thibault, comme des chercheurs pour lesquels j'ai énormément d'estime, comme Gérard Chaliand, comme Julienne Mincès, qui est sociologue, qui a défendu, qui est une personne de gauche, qui était engagée au moment de la guerre d'Algérie, qui est une personne qui s'est engagée aux côtés des femmes afghanes, avec beaucoup de courage physique. Ça, pour moi, c'est la vraie gauche, c'est la gauche du terrain. Et c'est vraiment des personnes de gauche. Donc, moi, je trouve que, d'abord, c'est un élément important, parce que c'est un élément, le salafisme ou... peu importe l'islamisme, puisqu'il y a beaucoup de choses. Il y a aussi le wahhabisme, donc ils ne sont forts que de nos démissions. Ce qui me frappe, c'est que, par exemple, dans un article du Figaro qui est paru sur Sarcelles, sur l'islamisme... Le reportage à Sarcelles. Oui, reportage à Sarcelles, où il est dit l'islamisme a finalement réussi à s'implanter. Je dis juste que les personnes regardent l'image ou la photo du Figaro et en grand, on voit taguer une association qui s'appelle Coexiste. Voilà. Cette association, ça fait partie des myriades d'associations, de même que l'Observatoire de la laïcité de M. Jean-Louis Bianco, qui a évidemment un avis sur ces questions qui sont vraiment extrêmement troubles. Et moi, je pense que le mérite justement de cette tribune, c'est de clarifier la situation. Karine Bécard, vous êtes non, alors moi je vois pas complètement, je vois pas de mérite en fait à cette tribune. Elle a tout à fait le droit d'exister et je vais certainement pas contester la centaine d'intellectuels et des grands intellectuels, hein, je le reconnais tout à fait, qui la signent. En revanche, je vois pas ce que ça apporte, je vois pas ce que ça résout. Le constat... Est-ce que les intellectuels ne sont pas dans leur rôle de... Vous disiez à l'instant que vous aviez déjà écrit des tas d'articles sur le sujet. Je me souviens de Manuel Valls, qui a été un des premiers à parler d'apartheid social. Voilà, donc le constat, je pense qu'on est tous à peu près capables aujourd'hui de le faire. Passons aux solutions, en fait. Trouvons-les solutions. Et j'en lis pas, en fait, moi, dans votre... Non, mais c'était pas, le but n'était pas d'apporter des solutions. Le but était pour l'instant de se rassembler, de faire se rassembler un monde qui ne se parlait pas. Parce qu'en fait, vous observerez que dans tous ces intellectuels, d'ailleurs je ne me prétends pas intellectuel, mais enfin bon, on m'a mis dans ce lot-là et je veux bien l'admettre, mais je suis journaliste simplement, observateur. Mais jusqu'alors, et je le voyais moi-même dans ma vie quotidienne, il était compliqué d'avoir à faire comprendre que nous partagions les mêmes idées sur ces grands sujets essentiels. Sur d'autres, naturellement pas. Nous restons sans doute opposés démocratiquement, républicainement, sur beaucoup d'autres sujets. Mais sur celui-ci, nous avons à nous rassembler. Et un rassemblement, c'est déjà une sorte de première solution. Naturellement, les solutions, elles restent ensuite à venir. Mais déjà, de poser une alarme sur un sujet éminemment complexe, qui prend bien soin, naturellement, de ne pas stigmatiser, pour reprendre, de ne pas non plus céder aux intimidations sur l'islamophobie, etc., qui, jusqu'à présent, tétanisaient le moindre diagnostic, c'est déjà un pas en avant. Alors ensuite, naturellement, le plus dur reste à faire. Je voudrais ajouter quelque chose, pardonnez-moi. Je n'ai pas forcément compris le timing, l'agenda, pourquoi aujourd'hui. Et je trouve... Non, c'est indépendant de l'actualité, c'est dit dans le texte. D'accord, ça m'a échappé, pardonnez-moi. Et je trouve que depuis l'élection d'Emmanuel Macron, comment je pourrais dire, l'hystérie qu'il y avait autour de ces sujets-là s'est un peu calmée et je trouve que ça fait du bien. Alors on ne vit pas dans une société apaisée, mais ça fait du bien d'essayer d'aborder les sujets un peu différemment que la manière dont ça a été abordé toutes ces dernières années. Mais c'est justement... depuis la nomination d'Emmanuel Macron... L'élection d'Emmanuel Macron, oui, je suis désolé. Vu que c'est la manière dont ça s'est passé. Il y a à la fois... On sait que vous avez soutenu un autre candidat, mais... Il y a deux éléments extrêmement symboliques qui ne passent pas. Il y a la nomination de Rokhaya Diallo au Conseil numérique, pour une raison que j'ignore. Rokhaya Diallo a certainement des compétences, mais en tout cas, en matière de Conseil numérique, je ne les vois pas, sauf évidemment à montrer un certain signe de ses faiblesses par rapport à des thèses. On sait que la parenté entre Rokhaya Diallo et les indigènes de la République, et puis la nomination aussi récente pour représenter les quartiers de M. Yacine Bellatar, soi-disant humoriste, d'accord, qui a des propos qui ne déplairaient pas aux frères musulmans lorsqu'il s'attaque à des laïcs. Donc tout ça, c'est des éléments extrêmement troublants. Justement, c'est des éléments troublants. Alors en effet, il n'y a pas d'actualité, il n'y a pas un élément d'actualité, mais il y a quand même un certain nombre de signes, pour le coup,
qui fait que cette tribune, moi je la trouve extrêmement salubre, au sens où Rilke disait salubre est le vent. Parce que s'il pouvait y avoir un grand coup de vent sur un certain nombre d'idées qui montent, et notamment sur les réseaux sociaux, et qui sont extrêmement, moi je trouve, malsaines, c'est extrêmement malsaines, ce serait bien. C'est-à-dire que cette tribune, pardon, je laisse parler. Cette tribune pallie justement un peu cette sorte de sidération qui envahit aujourd'hui le gouvernement, qui n'ose plus faire la moindre. Vous voyez ça comme une sorte d'apaisement. Pour moi, c'est une sorte de reculade, car il y a maintenant une perméabilité que l'on voit entre l'islam politique et ce président prétendument jupitérien qui est fort avec les faibles, mais qui est faible avec les forts. Non, pas du tout. Je crois que le sujet est extrêmement sensible et Emmanuel Macron, sans défendre sa thèse, parce qu'il la défendra tout seul bien mieux que moi je pourrais le faire, a conscience que c'est un sujet, un dossier sensible. Et il ne va pas très vite aborder la question. Je crois qu'il a prévu l'aborder avant le 1er juillet. Alors, c'est vrai que ça fait plusieurs fois effectivement qu'il retarde, mais est-ce qu'il y a une urgence absolue en ce moment? Non. Et pour répondre à M. Massescaron, je pense qu'il peut être intéressant d'inclure justement des gens qu'on n'arrête pas de montrer du doigt, qu'on jette en permanence à la vindicte populaire, pour voir effectivement ce qu'ils ont à dire. Vous parlez pas de Rocaille Diallo, de Yassine Betta. Vu ce qui s'est passé sur Twitter, si. Non, mais parce que ce sont des personnes justement qui, alors pour le coup, jettent d'autres personnes à la vindicte populaire. Ça, vous avez raison également. Voilà. Oui, bien sûr. Donc c'est quand même très curieux. Ce type d'argumentation qui consiste à dire 1 minute pour les Juifs, 1 minute pour Hitler, moi je trouve qu'on est dans le relativisme le plus complet. Mais non, j'ai pas dit ça. La méthode d'Emmanuel Macron, c'est en permanence d'inclure tout le monde dans la discussion. Oui, c'est le en même temps. Nous sommes exactement. Voilà. Mais le en même temps a ses limites. Je voudrais juste qu'on écoute un autre, Marc, je vous ferai réagir après, un extrait de notre invité que vous aviez sur France Inter ce matin. Il s'agit du grand reporter Manon Kerouil-Brunil, qui est auteur du livre La part du ghetto, la vérité sur les banlieues. Vous allez voir, elle parle de ces jeunes banlieues qui ne cherchent pas forcément à s'intégrer selon elle et à trouver une place en France. On l'écoute. Il y a ce grand fossé, effectivement, entre la rébellion qui pouvait les porter, notamment par rapport à l'honneur des parents qui étaient arrivés en France pour gagner de l'argent et qui voulaient s'intégrer à tout prix, et ces gamins, donc la génération de Malek, qui n'ont pas trouvé leur place et qui ont quand même essayé de l'apprendre. Et aujourd'hui, les gens de 20 ans, ils ne cherchent plus à l'apprendre, ils s'installent là où il y a de la place. Ils veulent faire de l'argent pour retourner au bled. Et donc, de pouvoir se construire une belle maison, ouvrir un commerce. L'idée, c'est dire que là-bas, tout reste à faire par rapport à la France où ils ont toujours l'impression d'avoir un train de retard. Marc, le constat de cette journaliste sur le fait que, d'après elle, certains jeunes dans les quartiers populaires n'ont pas du tout envie de se mettre pas dans la perspective d'avoir un avenir en France, mais plutôt de faire de l'argent et d'ensuite aller retourner dans le pays d'origine de leur famille. C'est probablement vrai, mais c'est peut-être pas forcément une généralité. On en connaît tous des jeunes qui sont issus des banlieues, qui cherchent à s'en sortir, qui ont fait des études mais qui ne trouvent pas de travail parce qu'ils ont soit une appellation, une consonance dans le nom qui leur ferme un certain nombre de portes sur les CV, ou alors parce qu'ils habitent un quartier qui, sur une lettre de motivation, rebute un certain nombre d'employeurs. Donc, probablement, effectivement, qu'il y a des jeunes qui ne cherchent pas à s'intégrer. Les obstacles existent aussi pour s'intégrer. De l'autre côté, bien sûr. La discrimination, elle n'est pas que dans un seul côté, sur la volonté de ne pas s'intégrer dans une société qui vous rejette. Parfois, la société rejette aussi les autres. Je voudrais revenir un instant vers vous, Yvan. Vous écriviez tout récemment dans un de vos bloc-notes « Si Macron aime à se mesurer aux cheminots, aux agriculteurs, aux retraités, il se garde d'aller toiser les salafistes et les frères musulmans. » Et vous écriviez aussi que le lendemain, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé un plan de 60 mesures pour lutter contre la radicalisation islamiste, un enfilage de banalités qui évite de remonter à la source coranique. Vous n'allez pas démentir ces propos, mais... Non, je ne dément rien depuis le début de ce que j'ai pu écrire, bien sûr. Mais je peux aller plus loin, si vous voulez. D'ailleurs, le mot est employé dans cette pétition, c'est que nous dénonçons aussi une idéologie totalitaire. Et c'est ceci qui est à retenir également, c'est-à-dire que c'est une assemblée de démocrates qui alertent sur ce que l'on ne veut pas voir au prétexte d'une victimisation et au prétexte d'une non-stigmatisation, c'est-à-dire cette nouvelle idéologie qui, par bien des points de ressemblance, peut être comparé à ce que fut le communisme ou à ce que fut le nazisme dans son culte de l'homme fort, de la violence, du peuple nouveau, etc. Joseph Massescaron, on a dit souvent que les élus avaient une part de responsabilité dans cette montée du communautarisme, qu'il soit de droite, de gauche, parce qu'il y avait cette volonté d'instrumentaliser, de faire du clientélisme. C'est toujours vrai ? Alors, pour être plus précis, je crois qu'ils ont une responsabilité dans les interlocuteurs qu'ils ont choisis.
Et quand on voit justement le gouvernement choisir de mauvais interlocuteurs ou de mauvais représentants, à mon sens, comme Rokhaya Diallo ou Yacine Bellatar, c'est très révélateur. C'est-à-dire ce qu'on reproche à ces élus, on doit le reprocher également au gouvernement. Ces élus, en fait, ils sont allés vers les personnes qui, comment dire, étaient censés porter la bonne parole. Or, très souvent, ce sont des associations qui représentaient quelques dizaines de personnes qui ont confisqué la parole des autres. Moi, je crois que de toute façon, la question des banlieues est extrêmement complexe. On ne va pas en reparler. Elle ne date pas de mes derniers. Et elle ne date pas de mes derniers. Juste un insiste, c'est-à-dire sur les personnes, les jeunes qui repartiraient, c'est beaucoup plus compliqué parce que leurs parents, eux, ne veulent pas globalement repartir le plus souvent. Ils ne veulent pas repartir. Pourquoi ? Parce que nous, ce que nous avons fait dans les années 50 et 70, nous sommes allés prendre des villages entiers qui étaient horizontaux, et nous les avons mis d'une manière transversale dans les cités. Et finalement, les parents ont retrouvé des vies de village, et ils ne veulent pas quitter cette vie de village dans ces cités. Donc tout ça est extrêmement complexe, tout ça doit être pris en compte. Et les élus, et le problème des élus, c'est que par paresse, ils sont allés voir ceux qui faisaient en quelque sorte, faisaient musulmans, ce qui n'a pas de sens, d'accord, plutôt que d'aller essayer de voir quels étaient les vrais acteurs. Karine Descartes sur ce point. Je ne peux pas tout à fait entendre ça. Souvenons-nous juste, et ça ne date pas de 50 ans, de la primaire de la droite en 2016, toute cette campagne. Souvenons-nous du slogan d'Alain Juppé qui consistait à dire l'identité heureuse. Et souvenons-nous de la campagne quand même qu'a organisée Nicolas Sarkozy en face. À partir de là, oui, je pense quand même qu'il y a des responsables politiques qui sont excessifs parfois dans leurs propos et qui ont crispé une partie de la population qui, en général, habite effectivement en banlieue. Oui, alors on a soufflé sur les braises. Non, mais c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que Nicolas Sarkozy, vous me l'accorderez, qui a soufflé sur les braises, évidemment, en 2012. Qu'est-ce qu'il a fait, évidemment, avec le CFCM ? Qu'est-ce qu'il a fait ? C'est-à-dire tous ces propos consistaient à dire, finalement, peut-être qu'un certain nombre de musulmans vont pouvoir, dans les banlieues, introduire, comme le curé, comme le pasteur, etc., introduire un ordre. Donc lui aussi, il a une part de responsabilité d'un autre point de vue. C'est pas simplement... La responsabilité de Sarkozy n'est pas simplement dans le domaine de la coercition. Il est aussi dans le domaine... De la parole. Non, mais pas simplement dans la parole, mais aussi de l'ouverture avec le CFCM. Et l'influence étrangère à travers le CFCM. Bien sûr, qui a été une erreur absolue, erreur d'ailleurs si on est juste, qui ne remonte pas d'ailleurs à Nicolas Sarkozy, mais qui remonte à Jean-Pierre Chevènement. Et d'ailleurs, il faut absolument le dire. Pourquoi ? Parce que l'un comme l'autre n'ont pas voulu introduire un principe qui est un principe fondamental et que les Anglais, eux, ont reconnu, qui est le principe d'apostasie. Juste deux réactions, un instant Yvan, deux réactions, celle de Jean, en faisant cette tribune, ne risque-t-on pas de créer le séparatisme, le communautarisme que l'on redoute de voir grandir, vous allez répondre, et celle de NYY, pourquoi si le problème du séparatisme islamiste est si fort et que l'on veut voir disparaître le communautarisme, continue-t-on à parquer les familles musulmanes dans les quartiers HLM ? C'est d'abord le problème d'une inégalité géographique. Non, on ne veut pas naturellement susciter un séparatisme, on le dénonce. C'est précisément ceci que veut dénoncer cette tribune, c'est-à-dire qu'il y a une stratégie menée par les wahhabites, les frères musulmans, l'islam radical en général, qui est de se couper de la société d'accueil et de créer une contre-société. C'est sur ceci que nous mettons en garde, enfin tous ceux qui ont signé cette tribune, afin au contraire de revenir à des règles plus saines de démocratie, de république et de laïcité, et de dire qu'il n'y a aucune raison de faire une différence entre l'islam et les autres religions. L'islam n'a pas une place à part, elle a la place qu'elle doit avoir comme religion, elle doit être préservée comme religion naturellement, mais il ne faut pas se perdre dans cette nouvelle dialectique qui voudrait que l'islam soit la religion des pauvres, soit la religion des faibles, la religion des dominés, et qu'à ce principe-là, ce serait une religion qui aurait des droits et des passe-droits. Et donc, nous essayons de mettre en alerte... C'est le titre de l'éditorial de Vincent Trémollet de Villers ce matin aussi, c'est « Zone, non plus de non-droit, comme on les appelait, mais zone d'un autre droit ». Vous savez, on paye encore aujourd'hui... l'erreur fondamentale que l'on doit à François Mitterrand, qui a été justement dans lequel Jean-Louis Bianco a extrêmement œuvré, qui est le passage des associations de beurs avec la marche des beurs vers SOS Racisme. C'est-à-dire qu'on est passé d'une revendication qui était une revendication légitime de ne plus être des citoyens de seconde zone à une autre situation. On leur disait « restez
restez ainsi, mais on va vous considérer comme victime et comme victime en permanence. On paye d'abord à la source quand même un impensé sur une immigration de peuplement qui depuis 40 ans alimente les banlieues et les banlieues ghettos en ne pouvant plus s'intégrer et même en étant maintenant, c'est le grand paradoxe, en étant... Et la faillite de l'État dans ces quartiers. Et bien sûr, la faillite de l'État, combien de milliards ont été dépensés par l'État, il ne faut pas non plus exagérer, et une volonté de ne plus s'intégrer aujourd'hui et même de revendiquer une sorte en effet, de séparatisme et de différentialisme. On va en rester là pour aujourd'hui sur ce point. On a compris que vous ne signeriez pas cette pétition, Karine Bécart. Marc, j'ai compris que ce n'était pas votre cas non plus. Et puis on va parler un petit peu d'économie, avec ce rapport explosif dont on va sans doute beaucoup parler les prochains jours, un rapport parlementaire où il est question de supprimer le quotient familial. Marc, vous allez nous expliquer tout cela dans un instant. Mais pour le moment, ce n'est qu'un projet, mais de nature à faire des remous, puisqu'il ciblerait les classes moyennes et aisées pour redistribuer l'argent aux familles les plus modestes. Marc, est-ce une bonne idée? Sans doute pas pour ceux qui paieraient plus d'impôts, mais expliquez-nous juste la philosophie, et puis après on va en débattre. Très rapidement, comme vous savez le faire merveilleusement. On va essayer. Tout vient d'une déclaration du mois de septembre d'Olivier Véran, qui est un député La République En Marche, qui disait, dans le Figaro d'ailleurs, qu'il était contre l'universalisation des allocations familiales et qu'il était pour mettre fin à cette espèce de modulation, c'est-à-dire que plus on était riche, moins on touchait d'allocations. Grosso modo, il fallait supprimer les allocations familiales pour les plus aisés, pour les concentrer sur ceux qui avaient le plus de besoins. C'est le point de départ de ce rapport parlementaire qui n'existe pas, qui n'existera pas, puisque l'un de ses co-rapporteurs, c'est-à-dire Gilles Lurton des Républicains, a décidé de s'en dissocier. Donc c'était le point de départ. Ça, c'est pour la cuisine. Sur la philosophie, La philosophie, c'est de prendre là où il y a de l'argent pour le donner là où il y en a le plus besoin. Et donc, conséquence, on supprime le quotient familial. Donc, c'est une proposition du député Guillaume Chiche, donc La République En Marche, qui est effectivement de maintenir l'universalité des allocations. Tout le monde continue à toucher des allocations, mais on les fusionne, on supprime le quotient familial, qu'on fusionne quelque part avec les allocations. Grosso modo, c'est une manière de redistribuer. Le quotient familial, c'est 12 milliards par an. Ça coûte 12 milliards par an à l'État. Les allocations familiales, c'est à peu près 38 milliards qui sont distribués. Donc, grosso modo, vous avez une enveloppe de 50 milliards que vous redistribuez non pas sur sur les 7 millions de familles qui touchent des allocations, mais sur un nombre beaucoup plus restreint et peut-être sur ceux, pense La République En Marche, qui en ont le plus besoin. Karine Bécart, c'est un rééquilibrage à gauche si tant est que cette mesure... Si c'est le cas, c'est grossier. Parce que vraiment, ça se voit. Donc, on aurait pu faire... Emmanuel Macron aurait pu faire un peu plus subtil. Oui, forcément, si... cette idée, cette réforme, si cette suppression du quotient familial allait jusqu'au bout, là, c'est pas le cas, parce qu'effectivement... On n'en est qu'au stade, effectivement, du... c'est plutôt que si effectivement, un des deux rapporteurs se désolidarise de son texte, il peut plus être examiné en commission. Il n'empêche que l'idée, si ça sort pas du rapport, c'est une idée qui est dans l'air. L'idée existe depuis très longtemps. À l'Élysée, pas sous cette forme-là. L'idée existait sous la forme d'un crédit d'impôt qui serait donné par enfant via la suppression du quotient familial. Oui. Donc, vous avez des enfants, vous n'avez plus de quotient familial, mais on vous donne un crédit d'impôt qui vous permet de payer moins d'impôts sur leurs revenus. Je dis juste que c'est un serpent de mer dans la mesure où on en a quand même déjà souvent entendu parler. Je me souviens de la campagne de 2012 également de Nicolas Sarkozy, puisqu'on en parlait tout à l'heure, avec Bruno Le Maire qui avait fait cette proposition, et on lui a demandé gentiment d'oublier en fait même son programme, et on l'a mis de côté. Bruno Le Maire, il n'a plus du tout assumé ce rôle-là, il avait fait une énorme erreur pour la droite. Donc oui, c'est une mesure de gauche. Mais la ficelle est un peu grosse. La ficelle est grosse. Et puis, deuxième chose, ce qui est compliqué, c'est Emmanuel Macron s'exprime très très peu sur sa politique familiale. J'aimerais juste savoir quelle est sa politique familiale. C'est-à-dire, est-ce qu'il encourage ou pas les familles à avoir beaucoup d'enfants ou pas, et comment il gère ça derrière. On n'entend rien sur ça. Juste, on prolonge le débat tout de suite, mais d'abord, on écoute Damien Abad, vice-président Les Républicains. Il était ce matin l'invité de l'Opinion et il parle du fait que les Républicains ne peuvent pas souscrire à ce projet. Pour nous, très clairement, le quotient familial doit être préservé, l'universalité des allocations familiales également, parce que notre politique familiale repose sur ces piliers-là. Donc c'est un rapport parlementaire qui doit être enterré. Ça veut dire que vous y avez été associé via l'un de vos parlementaires. Oui, en tout cas, c'est un rapport parlementaire sur lequel les Républicains ne cautionnent pas un certain nombre de conclusions, et notamment celle sur la remise en cause du quotient familial. Mais il faut que le co-rapporteur, encore une fois, LR, se retire. Je crois qu'il faut qu'il se retire très clairement pour montrer que nous ne partageons pas la même vision de la politique familiale dans
La droite ne veut pas en entendre parler, Joseph Massescaron. C'est vraiment le chiffon rouge qu'on agite là, de toucher au quotient familial et à la politique familiale. Je crois qu'on peut difficilement... Enfin, si, on pourrait faire sur revoir l'école libre ou ce genre de choses, mais voilà, à peu près. Mais franchement, s'attaquer à cette question-là, surtout où monte de plus en plus dans la thématique de droite, évidemment, la défense de la famille, parce qu'on considère qu'à bien des égards, la famille soit est mise financièrement en coupe réglée, soit ses valeurs sont menacées. Donc oui, c'est un thème, bien sûr, qui est extrêmement cher à la droite. Moi, ce qui me frappe, c'est j'ai noté que le défenseur de cet argument a dit que c'était un moyen d'avoir une politique familiale qui était vraiment universelle. Alors, je pense qu'il a un problème avec le mot universel. Voilà, parce que justement, si c'était universel, il n'y aurait pas de remise en cause du quotient familial. Bon, ça, pardon. Et d'ailleurs, moi, ça me... Le quotient familial n'en bénéficie que ceux qui payent de l'impôt sur le revenu. Oui, mais tout le monde en bénéficie. Tout le monde en fait, voilà. Mais tous ceux plus ou moins. Non, mais tous ceux qui en profitent, voilà, c'est là. Tous sont ceux dans ce cas-là. au loto, ils absolument. Voilà. Ceux qui ont gagné au loto. Mais je crois qu'en plus, que c'est un signe. C'est un signe au moment où la natalité démographique française commence à baisser. C'est un thème qui peut être interprété d'une manière extrêmement négative. Et là, pour le coup, je crois même au-delà de la droite. Je vous interromps parce que vous avez sans doute un clone qui s'appelle Jean parmi nos internautes et qui nous dit que c'est une très mauvaise idée quand la natalité baisse. Voilà. C'est pour ça qu'on ne voit pas la Alors, politique il y a des familiale explications techniques, Marc Landré. C'est vrai que ça peut être aussi favoriser le premier enfant, parce que parfois le déclic du premier enfant est lié justement à une possible aide financière. Oui, d'ailleurs, l'une des contreparties de la suppression du quotient familial, ça serait d'accorder les allocations dès le premier enfant, et non pas au deuxième enfant comme c'est le cas aujourd'hui. Et ça serait de verser notamment aussi la prime de naissance, non plus comme ça a été révisé récemment après la naissance de l'enfant au deuxième mois, après le deuxième mois de fin de grossesse, mais au 7e mois de grossesse. Enfin, c'est des petites histoires, grosso modo, c'est du calage, c'est de la tambouille. Le vrai problème de fond, c'est est-ce qu'on décide ou non de revenir sur ce qui a fondé depuis des décennies la politique familiale en France, qui a plutôt bien marché, pour décider, mais qui marche moins bien en matière de natalité. C'est vrai que la natalité baisse légèrement. Est-ce que c'est lié au fait de la fiscalité ? Est-ce que c'est lié à la fiscalité ? Alors d'aucuns vont vous dire, effectivement, c'est depuis que François Hollande a révisé les allocations familiales, qu'il les a modulées en fonction des revenus, que les gens font moins d'enfants. Enfin, ceci dit, ceux qui gagnent plus de 1 000 € par mois, je ne suis pas sûr qu'ils se sont dit, tiens, je vais faire moins d'enfants parce qu'on m'enlève 100 € d'allocation familiale par an. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un lien de cause à effet. Peut-être que ce sont d'autres raisons. Dans la temporalité, dans la chronologie, elle oui. Mais le hasard peut exister aussi. Ce lien existe, oui, mais comme disait le mathématicien Cournot, le hasard est la rencontre de deux déterminismes. Donc il est possible qu'en effet... hasard, résultat de la politique de François Hollande... Grande maladresse, en tout cas, d'agiter un chiffon rouge sur ce sujet, qui est en effet un sujet éruptif pour la droite. Et en plus, on n'en voit pas bien l'utilité. On ne voit pas très bien d'où vient l'initiative non plus, d'après ce que j'ai compris. Ça vient d'un député, de 2 députés, mais en plus, ils ne sont pas... Un député de La République En Marche qui prend la responsabilité de... En tout cas, ce que j'aperçois, moi, ce qui me choque terriblement dans cette politique du gouvernement, c'est que très systématiquement, il est en train de fracturer la société par petits groupes, en s'en prenant toujours aux plus vulnérables ou à ceux qui ne protesteront pas. J'entends par là qu'il va s'en prendre aux cheminots qui eux protestent, c'était peut-être un mauvais exemple, mais aux retraités, aux conducteurs, aux provinciaux, maintenant aux familles. Et on pourrait un petit peu faire l'inventaire de toutes ces catégories qui sont sommées également de participer maintenant à des réformes, alors même que, de mon point de vue, les grandes réformes, et singulièrement celles du désendettement de la France, sont laissées de côté. Et donc je vois beaucoup de lâcheté, dans le fond, dans ce gouvernement, dans cette politique-là, à vouloir toujours systématiquement cogner sur les plus vulnérables ou sur ceux qui ne descendront pas dans les rues, car c'est sûr, les familles, a priori, ne descendront pas dans la rue pour cela. Et je trouve qu'au bout du compte, et peut-être... avec des t-shirts roses... Elle n'était pas descendue pour ceci. Non, ce que je veux dire par là, c'est que si vraiment le gouvernement veut que cette société, alors vraiment, descende dans les rues pour des multiples sujets de mécontentement, qu'il continue à multiplier les sujets de mécontentement. Petite question technique, Marc, qui s'adresse à vous. Sich qui nous demande à partir de quel moment considère-t-on un foyer fiscal comme étant aisé ? Enfin, technique en tout cas... C'est compliqué. François Hollande, il y a quelques années, disait qu'on était riche à partir de 4 000 €. Sur la CSG, on estime qu'un retraité est aisé à partir de 1 200 € de pension. On se rend compte que dans la pratique, c'est un petit peu plus compliqué. Je pense que ça dépend de quel bord politique on est. Bonne réponse. Non, mais cela dit, je crois quand même que Emmanuel Macron là, donne le tournis à son électorat.
Les gens sont perdus parce qu'il a quand même passé le début de son mandat, on va dire les 8 ou 9 premiers mois. La suppression de l'ISF. Voilà, à donner quand même de sérieux gages à l'électorat de droite qui se réjouissait finalement et qui, pour certains, ont voté François Fillon, mais qui se sont dit finalement on est très très bien avec Emmanuel Macron. Et puis là, entre sa politique pénale, sa politique familiale, on redonne des gages à gauche et il y a une partie de la droite qui va très vite réagir. D'une improvisation, au contraire, c'est très pensé. C'est un en même temps qui donne à voir une incohérence. Enfin, en tout cas, c'est ce que je vois moi, et j'ai l'impression que c'est ce qui commence à se voir, à apparaître dans l'opinion, si l'on voit cette opinion qui se détache du président et de sa stratégie. Je dirais c'est une incohérence. Votre désapprobation. Pas ma désapprobation, mais un complément. C'est-à-dire que voir une explication, si tant est qu'elle soit intelligible, c'est une incompréhension par rapport au monde d'avant tel que ne veut plus le concevoir le président de la République. Effectivement, de cliver, de faire une politique, c'est un coup à droite, un coup à gauche, c'est la définition du en même temps. Ouais. C'est la définition de, finalement, plutôt que d'aller à droite, à gauche, je vais au centre. C'est du bayrouisme. Alors, c'est vraiment le monde d'avant. Alors, c'est vraiment retour. Qui n'a jamais été au pouvoir. C'est retour dans le passé. Alors. Mais en revanche, Emmanuel Macron, plus sérieusement, cautionne ce rapport. Puisqu'il faut savoir que le co-rapporteur La République En Marche est allé faire valider ses propositions la semaine dernière à l'Élysée, qui a suivi et les auditions et le résultat des auditions à la loupe, parce qu'il sait, ils ne sont pas totalement débiles non plus à l'Élysée, que c'est un sujet qui est un petit peu éruptif et qui peut provoquer quelques problèmes dans l'opinion. Donc ils ont suivi. Je pense que Emmanuel Macron, à défaut de savoir ce qu'il fait, a prévu de faire ce qu'il est en train de faire. Ah oui, mais c'est la technique du ballon d'essai, on lance exactement, exactement, mais il y en a eu d'autres, il y en aura d'autres. Et sur cette question-là, il faut savoir aussi que le problème vient, remontons 4 ans en arrière. Lorsqu'il y a eu la modulation des allocations familiales en fonction des revenus, c'est la majorité de gauche de l'époque qui l'a mise en place contre la volonté et l'envie du président de la République, qui lui avait d'autres idées. Et c'est pour donner des gages à sa gauche, pour donner des gages qu'il a accepté, bon an, mal an, de moduler les allocations familiales par rapport aux revenus. Là, peut-être qu'Emmanuel Macron, au bout d'un an de pouvoir, se dit « j'ai pas envie qu'il m'arrive la même mésaventure », donc essaye de contrôler depuis l'Élysée, il contrôle un peu tout, depuis l'Élysée, ce qui est capable de sortir de ce rapport. En tout cas, il sait ce qu'il fait. Ouais. Mais c'est vrai que le timing, en pleine semaine où il va y avoir la grève de la fonction publique... Vous fonctionnez sur l'ancien monde, il n'y a plus de timing. C'est vrai, il n'y a plus de les agendas, tout ça ne compte plus. Nous avons un convaincu du Nouveau Monde, je ne savais pas ça, mais bravo. Alors, je ne sais pas si c'est l'ancien, le Nouveau Monde, en tout cas, il s'agit de... Je ne suis pas sûre qu'il n'y adhère pas forcément. Quand on le décrypte, ça ne veut pas dire forcément qu'on signe pour. Bien vu, Karine. Nicolas Sarkozy, donc ancien monde, nouveau monde, chacun aura son opinion. Il est en garde à vue depuis ce matin dans les locaux de la police judiciaire à Nanterre. Il est interrogé sur les soupçons de financement de sa campagne de 2007 par la Libye de Kadhafi. L'instruction donc dure depuis 5 ans. L'instruction apparaissent des intermédiaires douteux, des supposées valises de billets, des accusations que l'ancien président a régulièrement démenties. Alors je vous propose d'en parler, pas tant sur le fond de l'affaire, dont on n'a pas la prétention de démêler le vrai du faux ici d'un point de vue, mais plutôt sous un angle politique et les conséquences donc de cette affaire, est-ce qu'elle en aura dans l'immédiat. Joseph Passescaron, ça nous occupe là depuis ce matin. Il y aura des conséquences un peu dans la durée ou, bon, vous allez me dire, ça dépend aussi de comment Nicolas Sarkozy va sortir de la PJ de Nanterre, s'il est mis dans l'examen ou pas. Oui, bien sûr, parce qu'il y a toujours la présomption d'innocence, il faut le rappeler. Ça y est, c'est fait, j'ai rappelé. Non, je dis ça parce que... Ouais, j'ai coché. Parce que... Vous avez noté que j'ai parlé de présumé, de prétendu... J'ai coché, parce qu'on sait depuis une élection présidentielle, ça va faire plaisir à Karine, qu'aujourd'hui, la présomption d'innocence n'a plus une grande valeur en France. Donc, ça y est, j'ai coché. J'ai coché. Mais d'abord, je pense que le fait qu'un ancien président de la République soit mis en garde à vue... partout en Europe et pas simplement en France, c'est quelque chose évidemment d'extrêmement important. Donc là, pour le coup, que l'on en parle, c'est un élément tout à fait normal. En plus, je suis de ceux qui pensent que Nicolas Sarkozy n'a absolument pas abandonné toute velléité politique. Mais ça, absolument pas. Il continue à avoir des personnes, alors on va dire évidemment c'est normal, c'est pavlovien, etc. Mais le langage qui le retient, il ne fait aucun doute, il n'a absolument pas abandonné toute velléité de revenir dans le jeu politique. Donc ça, évidemment, c'est un élément contrariant qui va faire le bonheur, certainement, de Laurent Wauquiez, si vous voulez avoir des conséquences politiques. Ensuite,
Après, moi, la figure tutélaire est un peu lourde pour leur avocat. Et ce que je vois, oui, mais enfin, je pense qu'il va très vite s'en débarrasser. Ce garçon n'a pas, il va très vite s'en débarrasser. Non, je crois que il a quand même, je le note parce que tout le monde, Laurent Wauquiez qui est allé faire des excuses à Nicolas Sarkozy pour les propos qu'il avait tenus à Lyon, seule personnalité à laquelle il a présenté ses excuses. Tout à fait. Mais ensuite, après, on reviendra à mon avis certainement. Après, il y a des langues qui vont se délier si jamais Nicolas Sarkozy continue à être poursuivi par la justice. En plus, qu'est-ce qui revient dans cette affaire? Il revient bien sûr la question de la Libye. Il revient la question de la Libye, il revient plein d'interrogations, et puis il revient aussi au cœur du débat, et qui est cité de plus en plus par les confrères, c'est-à-dire la présence aujourd'hui à Londres d'une sorte de masque de fer en la personne de M. Alexandre Djouri. Parce que c'est ça quand même qui est extraordinaire. M. Alexandre Djouri, qui mettait les pieds sur le bureau de Nicolas Sarkozy lorsqu'il était à l'Élysée, qui était le patron en grande partie d'un certain nombre d'œuvres à l'Élysée, aujourd'hui, là quand même, il est difficile qu'on l'oublie. Et là ça va être intéressant, non simplement d'un point de vue politique, mais ça va être intéressant d'un point de vue médiatique. Car un certain nombre de confrères qui, pour faire plaisir à M. Djouri, qui pour faire plaisir à M. Villepin, qui pour faire plaisir, etc., se sont tus sur ces questions. Là, évidemment, on risque d'avoir... Et c'est une boîte de Pandore. Si la boîte de Pandore, Nicolas Sarkozy, est ouverte, là, je pense que l'artifice va être un artifice général. Karine Descartes, vous êtes d'accord avec que ce n'est pas un retraité de la politique du tout, Nicolas Sarkozy? Non, du tout. Juste un truc, j'aime pas l'expression quand les journalistes essayent de faire plaisir en écrivant sur tel ou tel. J'ai pas le sentiment, quand j'écris un papier, de faire plaisir. Non, mais il y a eu. Ah oui, notamment sur M. Villepin et M. Djouri, oui, bien sûr. Ouais. Alors, non, je suis d'accord avec mon confrère. Non, Nicolas Sarkozy n'a absolument pas... n'en a absolument pas terminé, en tout cas il ne souhaite pas en avoir terminé avec la politique. Je pense qu'aujourd'hui il veut essayer d'avoir cette position du vieux sage, du recours possible si tout devait s'en mêler, s'affoler, disparaître. Voilà, il resterait il resterait Nicolas Sarkozy. Alors, on voit bien, il a continué avec son système des petites cartes postales, alors qu'on a un peu changé, c'est-à-dire que maintenant il ne va plus à la plage, à la pêche et tout ça. Aujourd'hui, il fait PSG, nous dit Marc Landré, parce qu'il ne le dit pas fort, mais donc je répète. Non, mais vous avez raison, mais voilà, il fait une émission littéraire. Il parle de livres, il en a parlé super bien parce que moi il m'a plutôt surpris, je ne savais pas qu'il en parlait comme ça. Il a fait effectivement une émission avec l'équipe, en parlant de football, mais de football un peu technique, etc. Qu'est-ce qu'il nous a fait encore? Il soutient les enfants qui souffrent du cancer. Enfin, on sent très bien depuis le mois d'octobre-novembre qu'il a essayé de constituer un personnage différent, plus réfléchi, plus sage, le recours possible si jamais tout devait se déliter ou vriller. Le problème, c'est que là, ça vient de mettre un énorme grain de sable à sa situation. Il y a quelque chose qui me frappe, moi, depuis ce matin. Il n'y a pas eu, de la part des uns ou des autres, de paroles pour dire la justice est instrumentalisée, ce qui est souvent arrivé dans ce genre d'affaires, c'est-à-dire de dire là, c'est forcément un coup politique. Ce n'est pas du tout ce qu'on entend depuis ce matin. Ce que l'on croit comprendre quand même de cette procédure, qui est quand même une procédure grave, parce que si ça se trouve, un ex-président de la République va dormir en cellule ce soir, parce que la garde à vue est de 48 heures maximum. Et donc, il risque en effet de se retrouver tout habillé sur une petite planche de bois. C'est pas tout à fait comme ça maintenant à la PJ Nanterre. J'espère pour lui. Et donc ce que cela signifie, c'est que naturellement les juges ont accumulé des présomptions, à tout le moins, et on peut imaginer en effet que Djouri y ait parlé, parce que c'est de lui, après on peut faire un lien entre son arrestation et ceci. Et donc, moi j'ai toujours en tête les dénégations véhémentes de Nicolas Sarkozy, interrogé encore lors de la campagne pour la primaire,
notamment lors de débats, s'indignait et se suffoquait à l'idée même que l'on puisse penser qu'il aurait reçu ne serait-ce que 10 000 francs de Kadhafi. Donc on sait très bien que cette campagne de 2006-2007, il y avait beaucoup d'argent liquide qui circulait. L'explication est de dire que c'était l'argent des donateurs. C'est ce que dit Éric Woerth. Je n'ose pas envisager le fait que ceci soit corroboré ensuite parce que ce serait un séisme pour naturellement Nicolas Sarkozy, mais pour l'ensemble de la classe politique, en tout cas de cette génération-là. Et je mets un bémol tout de même parce que cette affaire est instruite par le pôle financier, cette nouvelle structure qui a été instituée par le gouvernement, et ce pôle financier est en lien direct, hiérarchique direct avec l'exécutif. Donc là aussi, je ne veux pas faire de suspicion. Si, ça y est, c'est fait. Je ne peux pas faire de suspicion illégitime. Petite précision, le pôle financier, c'est pas ce gouvernement qui l'a. Non, c'est pas ce gouvernement. Non. Mais malgré tout, nous sommes là dans une justice qui peut être aussi une justice instrumentalisée de par le fait que cette justice n'est pas indépendante. Elle ne l'est même pas du tout concernant ce pôle financier. Donc voilà les quelques éléments qu'on peut avoir pour étayer une possible réflexion. C'est l'inverse qui, in fine, maintenant, Nicolas Sarkozy, ayant peut-être encore des velléités politiques ou se présentant comme un possible recours, est retiré jusqu'à preuve du contraire de la vie politique. Donc il n'est pas un citoyen qui est au-dessus des lois, il n'est pas aussi en dessous des lois. Et donc vu tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été dit, c'est pas illogique et anormal qu'in fine il soit entendu dans un dossier dans lequel il est accusé. Et s'il est mis en garde à vue, c'est peut-être aussi pour avoir accès à ce dit dossier qui lui permettra de mieux pouvoir se défendre. Je note que Brice Hortefeux a aussi été entendu en tant que témoin assisté, mais parce que lui, il jouit d'une immunité parlementaire qui l'empêche de pouvoir être mis en garde à vue. Donc il aurait fallu lever cette immunité préalablement, ce qui était... Voilà. On le voit, on l'a dit, la figure de Nicolas Sarkozy, elle continue de compter. Édouard Philippe, ancien de la droite, Premier ministre, aujourd'hui, s'en expliquait ce matin sur RMC. On l'écoute. Tout le monde sait que j'ai appartenu à la même famille politique que Nicolas Sarkozy. Et ceux qui suivent la vie politique savent que j'ai parfois eu avec lui des relations difficiles. Elles ont toujours été respectueuses. Toujours. Et à chaque fois que j'ai eu des contacts avec lui, depuis que j'ai été nommé Premier ministre, elles ont été empreintes d'un sceau de respect mutuel. Et voilà, je peux le dire. Ça veut dire que vous ne doutez pas une seule seconde de son innocence. Ça veut dire que je n'ai aucun commentaire à faire sur la procédure judiciaire, mais que je dis ce que j'ai à dire sur l'homme. Sur l'homme. C'est marrant le on et le off quand même. C'était bien quand on connaît un peu Édouard Philippe. C'est drôle. On a XY16 qui nous dit Sarkozy a été élu à un moment charnière, spécifique, qui ne se représentera plus. Et y dire comment Sarkozy compte-t-il se défendre dans cette affaire, quels sont ses arguments. On l'a dit, ça nous est un peu difficile d'aborder le fond de l'affaire qui est à l'instruction. Donc je vous propose de passer à notre dernier thème. Notre dernier thème, c'est celui de la francophonie. Nous l'avons intitulé un peu volontairement de façon provocante, le français bientôt une langue morte. En tout cas, on sait que le français pour le moment reste la 5e langue la plus parlée au monde, mais elle nécessite cette langue quand même un plan d'ensemble, ce sont les mots d'Emmanuel Macron, plan dévoilé cet après-midi sous la coupole de l'Académie française, des mesures qui doivent notamment promouvoir l'usage du français en Afrique. On va regarder un instant avant d'en parler ce qu'a posté Emmanuel Macron sur son compte Twitter, c'était ce matin, une réunion à l'Élysée avant donc son intervention à l'Académie. Francophonie, ça ne marche plus du tout, moi je trouve. C'est-à-dire que quand j'ai fait le discours à Ouagadougou, l'un des pires bides que j'ai fait dans ce discours avec les jeunes qui étaient dans l'université, je l'ai ressenti parce qu'on sent les salles, c'est quand j'ai parlé de francophonie. La francophonie, ça fait plaisir à tous les gens qui aiment le français et qui ont déjà réussi, qui sont déjà dans le français, dans cet univers linguistique, mais des jeunes qui peuvent se poser la question, ça ne leur parle pas. Il fallait prêter un peu l'oreille, mais donc il faisait allusion à son intervention à Ouagadougou il y a quelques mois, disant qu'il avait fait un bide à propos de la francophonie. Ça vous inspire quoi, Joseph Massescaron ? Il faisait chaud, c'est pour ça. Il faisait chaud. C'est vrai que on se souvient tous de cette ambiance un peu surchauffée, survoltée dans l'université. C'était à l'université de mémoire de Ouaga. Oui, se faire le défenseur de la francophonie quand on ponctue toutes ces interventions à l'étranger de mots d'anglais, c'est un double langage, sans mauvais jeu de mots. Franchement, non, je ferai pas de... Non, French. Ouais, so French. Non, je ferai pas de
Non. Ça m'inspire. C'est pas un bon angle d'attaque. Non, je ne pense pas que là soit le problème. Je pense que. Un peu quand même. Je pense pas. Le problème, il est beaucoup plus profond que ça. Le problème, c'est que la francophonie, depuis le départ, a été conçue. Là, je vais être. Pardon de ce que je vais dire, mais parfois comme un fromage qui permettait à certaines personnes d'être recasées et de pouvoir, en toute quiétude, avoir un chauffeur, d'avoir des secrétaires. Voilà. Et ça, c'est quelque chose. Moi, quand je vois un petit pays comme petit par la taille, bien entendu, qui est le Portugal, qui a une fondation qui s'appelle la Fondation Camões, du nom évidemment d'un immense auteur portugais qui s'appelle Camões. Et quand je vois le travail qu'ils font sur la lusophonie, par rapport à nous, ce que nous faisons sur la francophonie, je suis quand même extrêmement surpris. Vous savez, par exemple, je prends juste un exemple pour être concret. Comme vous savez, il y avait une France francophone tout autour de la Nouvelle-Orléans, qui venait de la tradition, évidemment, le fait que la Nouvelle-Orléans a été un temps française, mais surtout des gens qui sont descendus du Canada pendant une longue migration, je vais faire court, pour arriver là-bas. Alors, ce qui m'a frappé, c'est que tous les Français, enfin les représentants de la francophonie étaient évidemment à la Nouvelle-Orléans, parce que c'est tellement mieux, où plus personne ne parle français. Plus personne aujourd'hui, pratiquement, ne parle français, en tout cas comme première langue. Or, et ça je vous parle évidemment c'est loin, pardon, c'était un voyage, j'étais au Figaro à l'époque, 2003, 2004. Or, à cette époque, à côté, il y avait une énorme ville de 400 000 habitants qui s'appelle Houma, et là, il y avait encore des dizaines de milliers de locuteurs français. Et vous savez qui les aidait ? Eh bien, c'était les Québécois et c'était les Belges, qui les aidaient. Et il n'y avait aucune trace de ce qu'on appelle l'institution de la francophonie en France. Voilà. Donc, sur la francophonie, pardonnez-moi. Je voudrais donner la parole à Yvan. Mais on ne le dit pas assez. Mais on ne dit pas assez, ça. Pardonnez-moi. Très bien. Yvan, sur le côté, ce président qui parle anglais quand il est... Alors, on verra un extrait d'ailleurs de ce voyage. Il y a quand même quelque chose d'amusant, je suis quand même plus sévère que Joseph, de voir un président français parler à l'Académie française. Ça se passait à l'Académie française, c'est ça, non ? L'extrait qu'on a passé, c'est ce qu'il a posté ce matin. Je suppose que c'est une réunion à l'Élysée préparatoire. Oui, c'est ça. Et à l'Académie française, je ne sais pas ce qui s'y est dit. Donc ça va être difficile pour moi d'aller beaucoup plus loin que ça. Mais ce qui est amusant quand même, c'est de recevoir à l'Académie française un président qui a fait du globish, son mode de communication essentiel. Du globish, Marc-Landré, ou une adaptation, effectivement, à la mondialisation, le fait que selon les auditoires, c'est quitte à déplaire à Yvan, il fait dans le Nouveau Monde. Pour parler avec les gens qu'il cherche à séduire, pas vous, il parle en anglais. Voilà. Il parle en anglais, précisément. Il parle en anglais, qui est la langue internationale. Interroge en doute de savoir si vraiment un président français doit parler en anglais alors qu'il va donner des leçons sur la francophonie devant l'Académie française. Donc il y a quand même là une sorte de paradoxe, si on ne le voit pas. Je trouve que la francophonie ne veut pas dire forcément ne pas parler anglais. Ça existe dans le monde, donc si ça passe par parler anglais à Davos, ça se comprend. En revanche, par exemple, là, ce qui est en train de se passer à l'intérieur de l'Union européenne, où l'Angleterre s'en va. Il reste donc, potentiellement, l'anglais n'est plus obligé d'être langue officielle. Bon, là, il y avait une carte à jouer, et il ne la joue pas. Ça, par contre, c'est surprenant. Et c'est l'allemand qui va prendre de l'importance. Totalement. Voilà. On aurait dû dire exit l'anglais avec le Brexit. En tout cas, remettons le français du coup à la hauteur de ce couple franco-allemand. Je sens que vous allez le... Une fois qu'on est d'accord, là, on a donné une idée à Yvan Rioufol. Mais Karine a raison, mais là, pour le coup, c'est le rôle de cette institution que l'on nomme en France la francophonie, et qui est aux abonnés absents. Aux abonnés absents. Et il y a eu récemment pas mal de bruit autour des lycées français de l'étranger dont les finances sont, en tout cas les subventions sont en baisse et qui sont aussi une vitrine de la francophonie et de la façon d'aider les jeunes dans des pays à apprendre le français. Ça fait partie aussi de ces... Mais pour le coup, dans certains pays, ça marche très bien. Ça marche très bien, mais le financement... la situation financière est peut-être mauvaise. Les moyens sont par exemple en baisse. Chine, qui est quand même un pays qu'on regarde tous avec de grands yeux, les 150 universités chinoises ont ouvert quand même des départements francophones. Et aujourd'hui, il y a des petites écoles, des écoles primaires franco-chinoises où
on apprend donc, où est enseigné le bilinguisme. Donc, il y a à la fois, on reste la 5e langue parlée au monde, donc le français n'est pas mort, et en même temps, dans les instances internationales, c'est deux choses différentes. Il y a des coups à jouer qui, pour l'instant, ne sont pas joués, pour revenir sur l'exemple de l'anglais. Et petite réflexion aussi, c'est l'Afrique qui a fourni, dans la croissance du français qui continue malgré tout, l'Afrique a fourni 80% de cette croissance, avec effectivement, donc il faut relativiser. Oui. XYZ, toujours, qui nous dit on abuse trop des anglicismes. D'ailleurs, pourquoi Figaro Live ne s'appelle pas plutôt Figaro Direct? Et on se fait prendre là où il faut être pris. Merci à tous, merci à tous les 4. Rendez-vous demain pour un nouveau point de vue. Et si on a le temps, on passe quelques extraits d'Emmanuel Macron qui disait au revoir à l'Inde en anglais à la fin de son voyage officiel. And I just wanted to convey a last message. Choose France. Young people, young students, entrepreneurs, academics, researchers, Indian leaders, choose France. You're very, very much welcome. And I will be very proud to make my country the entry point for you in Europe and to be the long-term strategic partner for you. Thank you, India, and choose France. Bye-bye.